Buenos días, esta mañana estamos con un gran amigo y profesor de la Sorbona, François Bataille, especialista en literatura escandinava y un hombre comprometido intelectualmente con los valores de Europa, que hoy estamos aquí en Menorca, en Montgofre, discutiendo y valorando la crisis de esos valores en Europa. Me vais a perdonar porque vamos a tener la conversación en francés, luego la iremos traduciendo. Bonjour, Jean-François, bonjour. Nous voilà, on parle pour nos étudiants et le professeur de l'école espagnole sur apparemment cette crise qu'on est en train de vivre en Europe sur leur identité, telle qu'on avait pensé à l'origine de la création du phénomène de l'Union européenne, avant le marché commun, etc. Cette Europe, pas seulement marché, c'est une Europe avec côté spirituel, des valeurs, des principes, des questions politiques, surtout face à ce nazisme qu'on avait laissé après la guerre, le fascisme, le communisme, tous les ismes qu'on a parlé ici. Ces valeurs font valeur de l'humanisme. Vous avez parlé de ça dans cette rencontre. Comment est-ce que vous voyez à ce moment-là cette crise en Europe? Et à votre avis, quel serait le rôle de l'intellectuel? Parce qu'ici, on se retrouve entre professeurs, écrivains, historiens, politiciens. À votre avis, l'intellectuel universitaire, les créateurs, l'homme de lettres, l'écrivain, l'homme qui fait le théâtre, est-ce qu'il faut rester à côté de tout ça? Est-ce qu'on peut rester à côté de ça? Eh bien, je vous remercie de me donner la parole. Il est évident qu'on ne peut pas rester à côté de ça. Je ressens moi-même cette crise profondément, mais j'aime bien en général me rattacher à des choses concrètes. Et actuellement, je fais des recherches sur une des personnalités qui a marqué l'Europe et même le monde, c'est celle d'Alfred Nobel, le créateur des célèbres prix. Et comme vous le savez peut-être, il a écrit son testament un an avant sa mort, en 1895. Et lorsque je m'intéresse au contexte à cette époque, je constate des ressemblances étonnantes avec notre contexte actuel, c'est-à-dire un repli sur soi de beaucoup de personnes, une sorte de frilosité, de refus de l'autre, etc., de particularismes qui sont extrêmement inquiétants pour la démocratie. Et Nobel avait vécu cela. Alors c'est un peu paradoxal parce que c'était un grand industriel. Victor Hugo disait de lui que c'était le vagabond le plus riche d'Europe. Il avait des usines dans 29 pays, c'était donc un citoyen du monde. Mais lui-même était un humaniste, un écrivain manqué, si je puis dire. Il aurait voulu être écrivain, mais finalement, il est devenu inventeur et industriel. Mais il a gardé la nostalgie humaniste des valeurs universelles. Et dans son testament, il voulait justement servir la cause du cosmopolitisme, de la paix, de l'entente entre les hommes. Et alors, je rappelle cette date donc du testament, 1895, c'est l'époque où les nationalismes sont en train de devenir envahissants en Europe. Des gros nuages noirs s'accumulent, on s'achemine tout doucement vers la Première Guerre mondiale. Et par exemple en France, on voit des intellectuels comme Jules Lemaître, qui était spécialiste de littérature, prétendre que la culture française était la seule vraiment valable. Alors il se fait l'apologiste de la clarté française. C'est l'époque où pénétraient dans les milieux lettrés français les auteurs scandinaves comme Ibsen ou Strindberg, ou le roman russe. Et Jules Lemaître disait « mais tout cela, ça ne vaut rien, les Français ont déjà dit cela et mieux avant », il citait George Sand, il citait Taine. Et Nobel a été témoin de cette poussée de nationalisme, et dans son testament, il précisait que, par exemple, le prix de littérature ou le prix de la paix devrait être remis à des personnes indépendamment de la nationalité,
Donc il ouvrait tout grand les portes, non seulement aux Européens, mais il avait une ambition mondiale et il s'agissait donc d'encourager ce brassage des cultures, enfin une manière extrêmement visionnaire d'essayer de dépasser les nationalismes. Et ce qui m'a frappé, c'est que nous sommes aujourd'hui, finalement, plus d'un siècle après, un petit peu dans la même situation. Et j'ai également regardé avec beaucoup d'intérêt les discours qu'ont prononcés les différents lauréats du prix de littérature au cours des âges, et je constate que tous donnent en quelque sorte des clés pour répondre à votre question. Qu'est-ce que l'intellectuel peut faire? Comment s'engager? Est-ce qu'on peut rester passif devant une telle situation? Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que presque tous font avant tout l'éloge du livre et de la lecture. Le livre reste un instrument absolument indépassable d'esprit critique. Un livre, c'est une subjectivité qui s'adresse à une autre subjectivité. Un livre ne peut jamais être en quelque sorte monolithique, donner des doctrines toutes faites, des dogmatismes. C'est là qu'on apprend finalement à penser, à réfléchir, à être critique. Et le problème, c'est que le livre n'est pas toujours accessible à tout le monde, et en plus, actuellement, avec le développement des technologies modernes, les jeunes ne lisent pas suffisamment. Il faudrait avant tout, sans condamner évidemment les jeux vidéo ou l'usage des moyens électroniques, réhabiliter peut-être cet acte très simple et très fondateur qu'est la lecture. Et par exemple, Doris Lessing, qui a eu le prix Nobel en 2010, qui avait vécu au Zimbabwe, disait qu'il y avait là des gens extrêmement pauvres qui avaient appris à lire en lisant des pots de confiture, etc., mais qui ne pouvaient pas se procurer un livre. Un livre de poche anglais coûtait au moins un mois de salaire, et peut-être plus. Donc promouvoir le livre, promouvoir la lecture. Et dans l'esprit de Nobel, la littérature était liée à l'idée de paix. C'est que finalement, les écrivains contribuaient à l'entente entre les peuples, c'est-à-dire à une compréhension mutuelle. Ce qui nous menace, c'est qu'on se regarde tous comme l'autre qui n'est pas accepté, et la littérature est un moyen extrêmement efficace justement de brassage et de compréhension mutuelle. Et d'ailleurs, à l'époque où Nobel écrivait son testament, il y avait une nouvelle discipline universitaire qui était en train de naître, c'était la littérature comparée. C'est-à-dire qu'on ne voulait plus uniquement écrire des littératures nationales, chaque pays, vous savez le fameux slogan, hein, un peuple, une langue, une littérature, mais au contraire de voir la littérature comme un système de vases communicants, comme un dialogue perpétuel par-delà les frontières. Et c'est pourquoi je trouve que l'exemple de Nobel est extrêmement intéressant aujourd'hui. Et d'ailleurs, plusieurs lauréats du prix littéraire ont souligné qu'ils étaient eux aussi des artisans de la paix. Par exemple, le français Martin Dugard, qui a eu le prix Nobel en 1937, 2 ans avant la Seconde Guerre mondiale, disait que la littérature était une de ces forces qui permettait peut-être d'enrayer l'énorme gâchis que la guerre pouvait entraîner. Donc il y a un lien très net entre le prix de la paix, le prix de la littérature, et c'est pourquoi moi je me fais avant tout l'avocat de la littérature, de la lecture, du livre, et peut-être aussi pour terminer, de l'éloquence politique, parce que lorsqu'on écoute nos politiciens aujourd'hui, on a l'impression que ce sont avant tout des technocrates. Ils connaissent les chiffres, ils nous donnent des statistiques, ils nous parlent du chômage, ce sont évidemment des sujets extrêmement importants, mais il n'y a pas une dynamique visionnaire qui est propre à enthousiasmer les peuples. Ça, je crois que c'est une chose qui nous manque. Victor Hugo, déjà, disait qu'il fallait que l'orateur soit un visionnaire, que c'était un semeur, que chaque cerveau était comme un sillon qui recevait des germes et qu'ensuite ça pouvait aboutir à quelque chose. Et
Je citerai aussi un autre prix Nobel, un dissident d'Union soviétique, Joseph Brodsky, qui disait que le plus intéressant chez les hommes politiques, c'était peut-être pas la manière dont ils concevaient la politique étrangère, mais ce qu'ils pensaient par exemple de Dickens, de Dostoïevski, des grands auteurs, que ça pourrait peut-être révéler une vision qui est à la limite plus profonde que simplement des opinions politiques ou économiques. Donc là, je vois un lien entre le passé et le présent, c'est-à-dire que je puise une certaine forme de sagesse ou d'inspiration dans cette perspective qui part donc de la fin du XIXe siècle et qui vient jusqu'à maintenant. Ce qui est un peu désespérant, évidemment, c'est que malgré les souhaits de Nobel et sa vision tout à fait en avance sur son temps, on en soit encore là aujourd'hui. On a l'impression, hélas, qu'on ne progresse pas à pas de géant dans le domaine de la démocratie et du refus de tous les totalitarismes. Merci, je crois qu'on voit bien qu'on a devant nous encore une grande tâche. Énormément. Un travail à faire et à transmettre. Je ne peux pas résister à la tentation, en vous écoutant, de demander pour nos amis une dernière réflexion de votre part. C'est évident qu'on est en train de vivre un moment de beaucoup de tensions, de beaucoup de violence, non seulement physique, sinon intellectuelle. On peut le mot de la haine contre l'autre. On se manifeste contre, pas avec une création libre, on ne respecte pas à l'autre, la vérité de l'autre, ça n'intéresse pas. Ça me mène un peu, et en parlant du terrorisme qu'on souffre aujourd'hui, etc., ça me revient en arrière au dialogue qu'a eu entre Calvin au moment des jugements de notre ami l'espagnol Miguel Servet, hein, Castillon et Calvin. Quand Calvin décide de condamner à mort Servet parce qu'il n'acceptait pas les idées, Servet était un peu fou, d'accord, mais quand même, il était déjà en persécution par l'Inquisition catholique et il tombe avec les calvinistes et ils arrivent à se faire brûler par les calvinistes aussi. Mais cette phrase fantastique, je trouve, de Castillon, qu'il dit à Calvin, « Tu es un homme, c'est tu es un homme ». C'est-à-dire, il n'y a pas d'explication idéologique, religieuse qui justifie. Il écrit ça, c'est formidable. Tu es un homme, c'est tu es un homme. Quelle serait votre réflexion sur... Parce que c'est une réalité aujourd'hui formidable. Bien sûr, mais c'est le fondement même. Par la religion, aujourd'hui on commence à brûler aussi par la religion. Absolument, c'est le fondement même de l'humanisme et je dirais que malgré tout ce qui permet d'espérer un petit peu pour l'avenir, c'est de miser sur les jeunes générations et notamment sur le voyage et l'échange. Parce que je pense par exemple que les bourses Erasmus, ça a joué un très grand rôle justement pour permettre l'intercompréhension. Les jeunes, je pense, sont moins sensibles à cet appel de la haine de l'autre, etc. Je pense que pour la plupart, ils ont, disons, une expérience cosmopolite dans leur jeunesse qui leur permet justement de relativiser et de se sentir plus citoyens du monde et en tout cas citoyens de l'Europe. On va encourager nos étudiants à parcourir l'Europe, à voir d'autres cultures, à voir d'autres langues, façons de vivre et de penser. Absolument. Et je me souviens avoir eu une conversation avec le ministre suédois de la Culture qui me disait ce qui a fait le plus pour la construction européenne, c'est peut-être pas Bruxelles, mais c'est le fait que les jeunes pouvaient se procurer un pass pour le chemin de fer et de voyager librement en Europe. Fantastique. Enfin, merci beaucoup Jean-François. Merci à vous. Le témoignage va rester comme un élément important de réflexion pour nos étudiants et pour tous nos amis.